Bonjour, nous allons évoquer ensemble les grands faits qui ont marqué l'année politique outre-mer, une année riche. Alors parmi ces grands faits, la départementalisation à Mayotte et ses conséquences sociales. Alors avec nous pour en parler, Françoise Vergès qui est politologue. Alors Françoise Vergès, alors quelle analyse faites-vous de cette départementalisation et surtout des conséquences sociales qui ont suivi? Je pourrais vous répondre, je me mets à la place d'une femme mahoraise aujourd'hui, je me dis, la départementalisation, ça veut dire pour mes enfants, la santé, l'éducation. Mais je me dis aussi, et après, quel travail vont-ils trouver? Et je me dis aussi, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a des transformations, les grands groupes réunionnais viennent, installent des grandes surfaces, est-ce que ce développement va finalement servir à mes enfants? Je me pose ces questions. Je sais aussi que l'ONU n'a toujours pas reconnu Mayotte, si vous voulez, ici. Donc, je suis à la fois, je me dis, bon, voilà, ça va apporter quelque chose, mais à court terme, même, donc à moyen terme, mais même à court terme, est-ce que ça va vraiment profondément changer? Quelles vont être les nouvelles difficultés? Et on a vu d'ailleurs dès cette année, puisque vous parlez des événements, que dès cette année, départementalisation en masse, en septembre déjà, de grandes grèves et une île déjà paralysée. Justement, on avait parlé d'alignement sur les minima sociaux, on avait parlé donc, le gouvernement avait prévu 20 à 25 ans. Est-ce qu'il n'y avait pas une trop forte attente Certainement, ce qui est en même temps normal, hein, on serait là, si vous voulez, déjà beaucoup de biens de consommation arrivent et les gens se disent mais pourquoi je n'y aurais pas accès? C'est quand même ce qui avait été promis et c'est là où justement il y a eu un peu, on pourrait dire, une attente qui était basée sur des promesses et rapidement on voit les promesses ne seront pas tenues, elles ne peuvent pas être tenues. Donc la départementalisation, c'est déjà, on l'a vu pour tous les autres départements d'outre-mer, avait déjà atteint ses limites. Donc Mayotte devient département au moment même où pour toutes les autres sociétés qui étaient départements depuis 1946, on voit toutes les limites de ce modèle. Donc c'est vrai qu'il y a un moment et on se dit, on sait déjà dès la première année que la question de Mayotte va rester une question récurrente. Alors vous parlez des limites, quelles limites? Toutes les limites qu'on voit, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'être des territoires aux quatre coins du monde, donc dans des régions politiques particulières, océan Indien, Pacifique, Caraïbes, Amérique du Nord, Amérique du Sud, des régions qui connaissent de profondes mutations. Un modèle économique qui connaît un essoufflement aussi, que ce soit la canne ici, la banane là-bas, bon alors il y a le nickel en Nouvelle-Calédonie, là il y a un peu différent, mais enfin quand même vraiment des problèmes. Donc on sent, si vous voulez, qu'il faudrait inventer quelque chose. Et là, la départementalisation 1946, dont on sait qu'en fait, toute l'égalité, comme vous dites, des droits sociaux, n'est acquise qu'à la fin des années 90. Donc, de toute façon, il y a eu aussi 40 ans d'écart. Et en fait, pendant ce temps-là, la société change, a de nouvelles demandes. Et ces demandes, elles ne peuvent pas, la départementalisation ne peut pas y répondre. Ne peut pas y répondre. On peut pas avoir une réponse politique. La réponse politique ne peut pas être donnée parce que c'est à la fois, si vous voulez, bon, les décisions sont prises là-bas, à Paris, et puis alors ici, comment fait-on par rapport à telle ou telle question, comment y répondre? Vous êtes là, je sais pas, vous êtes en Guyane, bon, les transformations du Brésil ou du Suriname, ça a un énorme effet pour vous. Autant d'effets que les décisions prises à Paris. Donc c'est comment travailler à la fois la situation politique locale, mais dans son contexte régional et dans le contexte national. On voit en ce moment qu'effectivement on va vers des statuts à la carte. Guadeloupe-Martinique, collectivité unique, Guadeloupe qui réfléchit, qui ne sait pas trop, la Mayotte effectivement département, plus d'intégration institutionnelle. Donc, selon vous, en fait, c'est ce qu'il faut. Écoutez, c'est en tout cas la réponse qu'on cherche à trouver justement à ces situations qui sont un peu en impasse. Et donc quelque chose, qu'est-ce qui va servir le mieux la Martinique, qu'est-ce qui va mieux servir la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, la Réunion, Mayotte, qu'est-ce qui va le mieux servir? Mais il est vrai qu'aujourd'hui, peut-être ce qui manque, c'est de nouveau les discussions transversales qui ont eu lieu à des moments donnés dans les années 60-70. Tous les Outre-mer se retrouvaient. Et alors, bon, il y avait les mots d'ordre d'autonomie ici, les mots d'ordre d'indépendance là-bas. Mais enfin, il y avait une discussion, qu'est-ce que c'est? Et je pense qu'aujourd'hui, ça avait été un peu la tentative des États généraux de 2009. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un pays, la France, qui est là dans l'Europe, qui est donc dans la région
qu'on appelle Europe, avec tous les problèmes de l'Europe, qui a des territoires dispersés à travers le monde. Quel nouveau lien politique imaginer? Donc peut-être effectivement quel statut, puisque ça passe par un statut, quels vont être les périmètres de décision qui sont donnés aux collectivités locales, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire vraiment pour effectivement s'émanciper parfois de décisions qui sont quand même qui concernent la région France dans la région Europe. En Polynésie, 12 gouvernements depuis 2004. Gaston Tong-Sang renversé par une motion de défiance au profit d'Oscar Temaru. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette instabilité? Vous avez une solution? C'est quoi la solution selon vous? On le sent que c'est une société qui évidemment passe par des hauts et des bas dans le stage politique. Il faut peut-être aussi se redemander comment reconstruit-on l'intérêt général. Vous voyez, parce qu'on parle donc, alors c'est les élections, d'une certaine manière, on le voit, mais dans le monde entier, des élections commencent à devenir, est-ce que je vais avoir accès à un pouvoir et donc servir ensuite mon clan, ma famille, mon groupe, ma communauté, enfin, comme on veut l'appeler, peu importe. Mais c'est quoi l'intérêt général? Et on le voit, que ce soit la Réunion, que ce soit là, c'est un peu perdu. Ou à Tahiti, c'est un peu perdu. Donc du coup, c'est à la faveur de qui est le plus fort. Mais finalement, dans tout ça, où est le peuple tahitien? Où se retrouve le peuple tahitien? Donc en fait, si vous voulez, cette crise, ces crises politiques et ces crises de leadership politique, je pense que ce sont des choses qu'on va retrouver dans les sociétés d'outre-mer. Instabilité politique en Polynésie qui tranche avec eh bien cet exemple qui est la Nouvelle-Calédonie, qu'on qualifie de joyau institutionnel. Comment vous analysez ça Il faut peut-être aussi penser parfois à des formes qui existent localement. Moi, je suis très impressionnée par le processus de la coutume, c'est-à-dire on prend le temps. On sait que, par exemple, après l'assassinat de Jean-Marie Djibaou, il y a eu tout ce processus du pardon. Donc il y a quelque chose dans la société kanak qui sait qu'à un moment donné, il faut de nouveau se parler, de nouveau s'écouter, de nouveau s'entendre. Ce sont des processus longs. Et on a besoin de temps, mais on reconstruit là justement, vous voyez, l'intérêt général, le bien commun. Et ça, c'est quelque chose, je pense, c'est un exemple. La Nouvelle-Calédonie, les Kanaks ont un processus démocratique, de politique démocratique, qui pourrait être justement un modèle. Une forme de vérité et réconciliation. Ce sont des formes de vérité et réconciliation, et je crois que ces formes de vérité et réconciliation concernent beaucoup les Outre-mer aujourd'hui, notamment quand on voit les retours des mémoires et les demandes de ces mémoires. Qu'est-ce que vous faites de nos mémoires? Et justement, ce processus où on va tous s'écouter, tout le monde va pouvoir parler et être écouté avec respect, je pense qu'on devrait vraiment regarder ce qu'ont fait les Kanaks. Autre fait marquant, eh bien, le basculement à gauche du Sénat. Et puis, Paul Vergès, votre père, qui préside l'Assemblée, la séance d'ouverture. Alors, Paul Vergès qui avait au départ décidé de ne pas présider cette séance suite aux élections sénatoriales, puis finalement, il s'est laissé convaincre. Alors, bon, c'est votre père. Qu'est-ce qui, selon vous, a pu se passer dans sa tête? Je pense qu'il a été, évidemment, qu'il est confronté à une crise. Enfin, pour moi, je vois qu'il y a une crise politique et morale, intellectuelle à La Réunion. Et que sans doute pour lui, qui était quelqu'un, on se souvient, qui a quand même rejoint les Forces françaises libres à 16 ans, qui avait quand même beaucoup de rêves pour cette île et qui quand même s'est beaucoup battu, a connu toutes les générations de personnes. Et certainement de voir les résultats, il s'est dit, mais où est-ce que ça va? Bon. Et je pense que oui, on arrive à quelque chose à La Réunion. On va être confronté, je pense, à une crise politique, des crises politiques au sens pas nécessairement de manifestation, mais de leadership, d'autorité, qui parle pour qui parle au nom de qui, quel est l'avenir de La Réunion, quel est 2025, notamment surtout dans l'océan Indien, parler de Mayotte, on est dans une région en pleine mutation, on a l'Inde, on a l'Afrique du Sud, on a la Chine, on a l'Australie, on a l'Indonésie. C'est l'océan où vivent le plus grand nombre de musulmans dans le monde, c'est l'océan où il y a le pétrole, c'est l'océan où il y a... Et de rester un peu replié sur soi en pensant simplement à la métropole, dans cette espèce d'axe complètement, il n'y a que la métropole,
je pense que c'est quelque chose un peu d'une forme d'aveuglement. Et je crois que, si vous voulez, c'est assez étrange, il y a une espèce de repli insulaire à La Réunion, Oui. alors au moment où il faudrait, le jour où Madagascar sera sorti de sa crise, vous savez, La Réunion. Oui, surtout que La Réunion est le département français qui a inscrit dans la Constitution Aucun changement de statut. voilà. Je trouve que c'est parier sur l'avenir d'une manière, alors qu'on voit que les derniers résultats économiques sont terribles, terribles, augmentation du chômage, récession économiquement, augmentation des inégalités, augmentation de la pauvreté. Et je me dis, bon, quelle est la responsabilité de la classe politique réunionnaise? Il y a une loi qui concerne l'outre-mer. C'est la proposition de loi de Serge Letchimy sur l'habitat insalubre et indigne. Alors, cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par le Parlement. L'Assemblée nationale a adopté cette loi et cette loi devait être de portée nationale. Les sénateurs décident que sa portée sera uniquement ultramarine. Alors, c'est l'année d'outre-mer. Un sénateur d'origine ultramarine ne doit faire des lois que pour l'outre-mer. Vous pointez là justement au cœur. On est encore on est en 2011 déjà, et on en est toujours à cette question. La France se pense comme hexagone. La France se pense toujours hexagonale. Elle ne comprend pas qu'elle est étendue et que donc il y a des lois, il y a des propositions de loi qui sont des lois nationales et qui ne concernent pas les ultramarins. C'est comme quand on nous renvoie, comme si, enfin, vous connaissez, puisque je m'occupe de cette question de la traite négrière et de l'esclavage, ça concernerait les ultramarins. Mais non, c'est l'histoire de France, c'est la France qui a organisé la traite négrière et l'esclavage. Donc c'est aussi son histoire et d'abord son histoire. Donc cette question où finalement quelqu'un d'outre-mer ne pourrait pas parler au niveau national, ne pourrait pas parler nationalement, ne pourrait pas interpeller la France nationalement, on voit, si vous voulez, que mentalement, quand on pense à la phrase d'Aimé Césaire en 1956 qui disait une révolution copernicienne des mentalités, on voit qu'on n'est pas encore complètement arrivé à cette révolution. Je vous remercie, François. Mais je vous remercie. Voilà ce que l'on pouvait retenir pour cette année politique outre-mer. À l'année prochaine pour une année qui s'annonce mouvementée.